is a new radio. Bon matin! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot! Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'Épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour, on passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, Fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid? Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette. Bonne émission et bonne découverte. Le bonheur québécois. Quand en préparant cette émission, j'ai annoncé à mon invité le thème choisi pour aujourd'hui, sa réponse a fusé. T'es vraiment sûr de ton coup, mon Jean-Mi, là? Non, parce que en ces temps de Covid, de couvre-feu, de confinement, je t'avoue que le bonheur québécois, il en a pris un sacré coup derrière les chaussettes. Et c'est vrai. Comme partout ailleurs sur la planète, on ne peut pas dire que ce soit la grosse éclate en ce moment. Mais à tout vous dire, on est quand même assez loin du climat hyper anxiogène qui régnait sur Paris au moment où j'ai bouclé mes valises. Alors oui, je persiste et je signe. Car le bonheur québécois me semble vraiment être un élément consécutif de la culture d'ici. D'ailleurs, c'est même un facteur documenté. Je m'explique. Dans le livre Code Québec, livre dont nous aurons l'occasion de reparler dans une des prochaines émissions, puisque l'un des auteurs va venir répondre à mes questions. Dans ce livre, donc Code Québec, on apprend que non seulement le bonheur fait partie des 7 traits identitaires des Québécois, mais c'est même le trait central, celui autour duquel tous les autres s'articulent. Je vais plus loin. Dans l'étude mondiale sur le bonheur réalisée par l'ONU, le Canada se place en 5e position. Et de toutes les provinces, c'est de loin le Québec qui se sent le plus heureux. Ici, 88% des gens se disent heureux, contre 77% du reste du Canada. Et pendant ce temps-là, en France, on continue de battre des records de consommation d'antidépresseurs. Tout est sous contrôle. Alors oui, le bonheur méritait bien une émission. Mon invité du jour en est un chouette ambassadeur, vous allez voir. Il l'incarne personnellement, normalement on va plutôt bien se marrer, et il l'a fait vivre pendant des années à la radio où il empilait les records d'écoute à Québec. Le bonheur, il en a même fait le thème d'une de ses conférences. Et j'ai donc le bonheur de recevoir Mario Grenier. Salut Mario! Quelle présentation extraordinaire! Allô Jean-Michel. Comment vas-tu? Es-tu heureux? Écoute, c'est étonnant parce que dans ma carrière de radio, quand j'avais des moments forts, des moments où j'avais été chercher une réponse sans la voler de la bouche de mes invités, quand j'avais réussi à dénicher des trucs, quand j'ai connu des moments de grâce, parce que c'est aussi ça faire la radio, après ce segment-là, je disais régulièrement, je suis heureux. Jusqu'au jour où ma maman est atteinte d'un cancer
Et après une entrevue, après un moment spectaculaire de radio, je dis, je suis heureux. Je suis heureux! Et là, je me rends compte que je suis sale. Je me rends Ouais, compte je pour la comprends. première fois de ma vie que je suis sale. Et après l'intervention, je vais voir mon patron, qui était mon meilleur ami, et je lui dis, Daniel, euh, j'ai menti, je me sens sale, alors je vais demander aux collègues de me remplacer. Je quitte et je vais retrouver ma mère à l'hôpital à Sherbrooke, où on est à peu près à 3 heures de route. Et j'ai été accompagner ma mère dans ses derniers moments de vie. Exception faite de ce segment-là, effectivement que je suis quelqu'un qui carbure au bonheur, je suis quelqu'un qui a un tempérament égal, au réveil, au coucher. Moi, je te dirais que je me sers régulièrement de mes dents. De tes dents? De mes dents, on les voit. Je souris. Ah oui, J'aime, je oui, croque dans oui. la vie. Oui. Moi, je dis régulièrement parce qu'il faut que tu saches, Jean-Michel, que j'ai eu le malheur de perdre un fils à 13 mois. Et à Mm. 13 mois, tu sais que c'est pas normal. Nos enfants doivent nous survivre. Mais ça, Et c'est en sûr. arrivant à la maison, la journée où Félix est décédé, j'ai écrit sur mon écran de veille, il faut manger du steak quand on a des dents. Donc, profitons de Mm. la vie. Profitons de ces passages où on fait l'accumulation des petits bonheurs et ça fait des gros bonheurs quand tu calcules tout ça, tu sais, parce que à quelque part dans les vies, on peut pas contrôler l'incontrôlable. Et puis, il faut accepter, parce que la vie, souvent, c'est injuste. Le décès de mon fils en est une preuve. Totalement Et juste. l'autre chose, tu sais, quand on dit contrôler l'incontrôlable, tu sais, tu me vois, tes copains qui nous écoutent ne me voient pas, mais tu sais, tu le vois bien, là, avoir eu le choix, j'aurais pas pris ce face-là. Mais je fais avec. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. C'est comme ça. Bah, tu vois, c'est très marrant parce que dans ta première prise de parole, tu as presque synthétisé tous les éléments qui me semblent être consécutifs du bonheur d'Icite. Ouais, Tout de suite, tu m'as parlé de ta maman. Alors ouais, évidemment, on va dire, oui, bah, il est où le bonheur là-dedans? Perdre sa maman, c'est pas le plus kiffant. Mais tout de suite, en fait, tout de suite, tu m'as parlé des autres, de ta ouais. maman, de ton fils, de tes auditeurs. Mhm. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué ici. Le bonheur, il est très associé aux autres et à l'empathie. Une des Au choses, partage, et au partage. à l'écoute aussi. Et toi, Ouais, tu ouais, l'as fait oui. pendant des années. Par exemple, Ouais. un des trucs qui m'a vraiment, qui est très différent par rapport à ce que je peux connaître. Euh, Ici, quand on se rencontre le matin, on se souhaite un bon matin. Mhm. Mais on se le souhaite vraiment. C'est-à-dire que dans la manière dont c'est dit, c'est vraiment moi, Jean-Michel, je te souhaite à toi, Mario, de passer un bon matin. Ouais. Donc, tu vas me répondre. On va parler, on va discuter. En France, pour se saluer le matin, on dit ça va. Et la pire chose qui puisse nous arriver, c'est que la personne en face réponde. Parce qu'en fait, c'est un ça va qui n'a pas de sens. C'est un code Ouais. social. C'est un ça va totalement désintéressé. Oui, ça va. Mais en fait, je m'en fous que t'ailles ou bien. C'est, voilà, je t'ai vu, je t'ai dit bonjour, on passe à autre Mhm. chose. Ouais. Ouais. Ici, on s'intéresse tout de suite aux autres. Ce rapport aux autres, il est, bah, toi, tu l'as fait vivre, voilà, pendant 30 ans. C'est aussi la radio, et c'est ça qui m'intéressait dans ton profil. Moi, la radio que je connais, elle est très musicale. Il y a des petites pastilles. Ici, la radio, elle est très parlée, et celle que que t'as pratiquée toi, elle est vraiment dans l'échange. C'est-à-dire le Mhm. bonheur québécois, tu l'as eu à peu près tous les jours à ton micro. Ouais. Et tu sais que moi, j'ai bâti ma carrière d'abord en riant de moi, d'abord en me graffinant un peu, d'abord en me mettant comme une espèce de cible, jamais comme une victime, mais comme une cible où il y a quelque chose en moi qui est risible. Donc, ça me permettait de m'amuser et de rire un peu des gens qui appelaient pour me raconter des trucs. Et l'intérêt, c'était à certains moments de m'amuser, de rire. Ce qu'on dit, c'est faire des punchs, d'obtenir Ouais. des chutes avec ce qu'on racontait, mais de temps en temps aussi de les prendre dans mes bras et de tenter, malgré que j'ai pas la formation, d'être pas un psychologue, mais une oreille attentive. Et on se rend compte au fil des 36 ans où j'ai fait de la radio, il y a plein de gens qui sont seuls dans la vie. Mhm. Et t'as pas idée comment ça peut être grisant de penser
qu'on a procuré un moment de bonheur, de tendresse. J'ai fait des conférences à plusieurs reprises et c'était étonnant de voir les gens qui, après la conférence, attendaient pour juste me dire merci. Certains, les plus malheureux, disaient pas un mot, mais le fait de les regarder avec un sourire faisait en sorte que j'avais le sentiment du devoir accompli et j'avais l'impression d'être le prolongement de maman Janine qui a été comme ça toute sa vie. Un jour, moi je viens d'un petit patelin qui s'appelle Asbestos et au plus fort de la course, on est 7000 qui vient de changer de nom, hein. C'est ça? Qui vient de changer de nom, qui s'appelle maintenant Val-des-Sources. Papa est toujours là, à 84 ans. Et à ce moment-là, j'ai peut-être 15-16 ans et je suis un fan de hockey. Je regarde ça avec Papa Bernardin. Et un soir, ma mère prépare la table pour se retrouver dans la salle à manger. On mangeait jamais dans la salle à manger. On mangeait toute la famille autour du comptoir. On était collés. C'était convivial, mais souvent très rapide. Et là, il y a 2 couverts de plus à la table et on demande à ma mère, on attend qui? Maman, je vous ai fait une surprise. Ma mère, dans la semaine, avait rencontré 2 Africains qui venaient pour un stage à l'usine d'amiante qu'il y avait à Asbestos. Et ma mère a été leur demander, qu'est-ce que vous faites ici? Ils ont répondu, on vient faire notre marché. Non, mais elle dit, c'est pas ça que je veux savoir. Qu'est-ce que vous faites à Asbestos? Qu'est-ce qui vous amène chez nous? Et ils ont raconté, qu'ils étaient là pour un stage de 3 semaines dans notre patelin. Ma mère les a invités à souper, sans nous prévenir. Évidemment que à Asbestos, à ce moment-là, les Noirs, on en voyait à la télé, mais chez nous, il n'y en avait pas. Il y avait pas de Noirs qui étaient débarqués dans mon patelin. Alors, au départ, on est un peu sceptique, puis on se dit, ils vont nous faire manquer la première période de hockey, mais enfin, on sait vivre. Et puis, alors, on commence à manger et on commence à poser des questions, on commence à s'intéresser à ce qu'ils sont comme individus, ce qu'ils ont comme tradition, ce qu'ils ont comme quotidien. Et finalement, c'est pas une période qu'on a manqué, c'est les 3 périodes. On a passé plein de temps avec eux. Et quand ils ont quitté, ma mère nous a dit, vous voyez, l'important, c'est pas la première impression, c'est la dernière. Et j'ai grandi avec une maman qui m'a fait comprendre que le bonheur, c'était aussi d'écouter, de partager, de tenter de ne pas juger. C'est l'affaire la plus difficile au monde. C'est l'affaire la plus difficile au monde de ne pas juger, Jean-Michel. S'intéresser aux autres, mais sans juger. Tu vois, moi, j'ai un fils qui est Asperger. Et avant que j'apprenne qu'il avait la naissance de l'autisme dans son corps, dans sa tête, j'ai tenté de comprendre. J'ai tenu des discours qui étaient pas violents, mais qui cherchaient à brasser pour tenter de le motiver à faire des choses jusqu'à temps que j'apprenne qu'il y avait une case dans son cerveau, la case d'émotion, est inexistante. Peu importe ce qu'on dit, à peu près rien ne l'atteint. Et là, je me suis dit, comme avec lui, comme avec les gens qui m'entourent, faut que je l'aime pour ce qu'il est, non pas pour ce que j'aimerais qu'il soit. Et quand on arrive à faire ça, parce que, en tout cas, au Québec, on parle de bonheur, mais on parle de combat. On a éliminé souvent le débat pour installer un combat. Ça prend un gagnant. Et ce qu'il y a de malheureux, c'est souvent les gens ont la même opinion que la dernière personne avec qui ils ont parlé. Oui, ça, je crois que c'est international comme facteur. Hein. Le dernier qui a parlé a raison. Voilà. Et c'est malheureusement celui qui prend en dernier la parole et c'est toujours le plus intéressant. C'est une erreur. Mais tu vois, dans tout ce que tu racontes, il y a pas que des moments fun ou des choses qu'on pourrait se dire c'est l'éclate, c'est le bonheur. Mais on sent que le bonheur ici, c'est pas une lutte, mais c'est un effort. C'est-à-dire que on se donne pour mission de devoir être heureux. C'est-à-dire que dans tout ce que tu viens de me raconter, il y a déjà 1000 raisons pour se retrouver absolument au fond du trou, tirer la tronche, enfiler les antidépresseurs et se dire non, à quoi ça sert de faire marrer les gens à la radio, à quoi ça sert de
d'être qui je suis, de continuer à profiter de la vie. Eh ben non. Et c'est vraiment quelque chose que je ressens ici. Le bonheur, c'était comme si, tu vois, on parle de l'art de vivre à la française, en disant, on a tous collectivement cette responsabilité de faire vivre cet art de vivre qui nous est reconnu internationalement. Et j'ai un peu l'impression qu'ici, les Québécois ont collectivement la mission, presque inconsciente, la mission de faire vivre ce bonheur québécois, celui qui, quand on te saute à la gueule dès que tu descends de l'avion à Trudeau. Tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ils sont heureux. Ils sont heureux. C'est un vrai... c'est une mission collective. Ouais. C'est vrai que la différence entre ce que vous êtes et ce que nous sommes, ben, c'est les anciens, c'est la tradition qui nous a amené ça. Il y a pas si longtemps, c'était hier, dans les années 50, 60, 70, quand un nouveau voisin venait s'installer dans notre rue, eh ben, tout le monde arrivait avec des tartes, avec des pâtés, avec des trucs pour leur souhaiter la bienvenue. Alors, nous, on a grandi avec ça. Nous, on a vu ça. Nous, ça a été une diapositive, une photo de l'empathie, du désir d'être bien. Faut dire que ça a changé. Faut dire que maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens se parlent moins, les gens sont plus souvent, comme partout sur la planète, sur leur téléphone. Exactement. Et tu sais, un jour, mon fils a des résultats très, très ordinaires. Et comme conséquence, ben, je lui dis, écoute, t'auras pas d'ordi pendant une semaine. Et il s'est mis à pleurer en disant, t'es en train de détruire ma vie. Hey, c'est pas des farces, là. Pendant une semaine. Ouais, je sais, c'est vraiment ce qu'ils ressentent. Et pendant une semaine, on s'est retrouvés plus souvent ensemble à j'allais dire un mot québécois, mais peut-être que tu le comprends, peut-être que tu l'as déjà entendu, mais à se faire des prises de lutte, à se chamailler, mais amicalement, à avoir l'occasion de prendre plus de temps à table et de se rendre compte que finalement, ça avait été salutaire. Mais je peux-tu te dire que la journée où sa conséquence est terminée, on est revenu à la case départ. Mais c'est comme ça. Mais c'est intéressant de voir que on était capable de vivre et il était capable de vivre sans son ordinateur pendant plusieurs années après notre séparation, parce que tu vas comprendre que je fais partie de la statistique où 85% des parents qui vivent le deuil de leur enfant, eh ben c'est la séparation qui les attend parce qu'on n'est pas capable de prendre le même chemin pour s'accompagner. Il y en a un qui est plus dépressif que l'autre. On comprend pas comment la personne avec qui on vit est capable de s'amuser ou de rire quand on vit cette tragédie-là. Et donc, j'ai été le papa une semaine sur deux pendant un bout de temps de la vie de Thomas, mon deuxième fils. Et j'allais, parce que je demeurais loin de son école, il était dans une école privée, j'allais le porter et je te dirais que la majorité du temps, il était dans sa tête. Il réfléchissait et il était comme tous les enfants qui trouvent que leur papa c'est ringard, que c'est un vieux, c'est quelqu'un qui lui il comprenait pas de par sa maladie comment j'arrivais à parler à des gens que je connaissais pas parce que lui ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Il a pas le mode d'emploi, ça se fait pas. Il n'y a pas le mode d'emploi, tu as raison. Et la dernière journée, j'ai été le reconduire après son secondaire 5 à sa dernière journée, en me rendant à son école le matin vers 8h moins quart. Je lui ai dit, Thomas, c'est la dernière journée de ta vie où je vais te reconduire à ton école secondaire. On s'est pas parlé tant que ça. Mais j'espère que tu vas retenir qu'à tous les matins, je me suis levé avec toi. J'avais un sourire, j'étais apte à discuter, j'étais apte à te confronter, j'étais apte à tenter de comprendre ce qui t'animait. Puis aujourd'hui, on tourne la page et puis la parenthèse se referme. Et puis retiens ça le jour où peut-être tu auras des enfants, mais au moment où je te parle, j'en doute. Je pense que Thomas aura pas d'enfants, mais enfin. Mais c'est comme ça. Alors, de saisir des choses qui semblent banales, mais qu'on rend importantes. Ça ajoute au plaisir, ça ajoute
à, à l'accompagnement. Et ça, je pense que il faut être un peu encore un gamin dans sa tête. Moi, quand je me regarde, là, j'ai encore des pantalons courts. Moi, à 62 ans, je suis encore Trop, un tu les fais gamin. pas. J'ai l'air de 65, hein, c'est ça que tu veux dire. Je ne répondrai pas à cette question. Ouais, Ouais, mais tu vois, quand tu parlais de Thomas, et je reviens sur cette expérience d'une semaine où tu l'as privé de son ordinateur. ouais. Euh, Dans le bouquin que j'ai cité, le Code Québec, que j'ai cité en introduction de l'émission, qui décrit donc les 7 traits, on va dire, fondateurs de l'identité québécoise. Je l'ai dit, le premier trait, c'est le bonheur, et c'est même le trait central. Ouais. Toutefois, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude parce que les études, parce que tout ça est fait avec de multiples études, montrent qu'à partir de 2010, il y a une rupture qui s'opère. Et effectivement, la nouvelle génération, entièrement picousée aux réseaux sociaux, à Ouais. Twitter, à Facebook, enfin à Instagram, à tout ça, c'est une génération qui, entre guillemets, se mondialise. Mhm. Donc, ses comportements, ses consommations se rapprochent ou se calquent sur ceux des US, hein, qui clairement dominent le monde là-dessus. Et quand on les interroge sur les différents traits identitaires des Québécois, Les on, champs d'intérêt. exactement, on sent qu'ils Ouais, sont en train de tous les perdre. Et ouais. par exemple, cette différenciation très forte des Québécois qui se disent plus heureux qu'à peu près partout ailleurs sur la planète, à 5 exceptions près, on ne la retrouve plus dans cette génération-là. Mhm. Moi, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, c'est un vrai facteur d'inquiétude parce que là, outre le fait qu'évidemment, on est, je pense, tous assez inquiets de savoir que nos mômes sont tous plus dépressifs qu'on ne l'était à leur âge, sont plus inquiets, enfin voilà, on s'inquiète pour nos mômes, Ouais. c'est assez normal. Il y a une double inquiétude, c'est ce bonheur québécois qui fait vraiment l'essence, le sel, tout, je vais dire pas l'intérêt, il y a d'autres intérêts, mais enfin, que je n'arrive vraiment pas à dissocier des Québécois et de ce pays, ça serait en train de se déliter. C'est c'est une inquiétude. Alors c'est une inquiétude. À côté de ça, je vois qu'il y a des gens qui qui se battent pour le faire vivre. Dans le pilote de l'émission, j'ai raconté, et ça fait écho à ce que tu me disais toi sur les nouveaux arrivants à l'époque dans ton village, Ouais. euh, où vous apportiez des plats, des choses comme ça. Moi, c'est exactement ce que j'ai vécu avec mes voisins. Je suis arrivé en Ouais. juillet, Ouais. en plein Covid, 15 jours de quarantaine, enfin de quinzaine, strict, hein, tu peux même pas aller à l'épicerie faire tes courses. Ouais. Je ne les connaissais ni d'Ève ni d'Adam, jamais croisés de ma vie. Dès le premier jour, ils nous ont pris en main. Ils nous ont rien demandé. Ils nous ont apporté à manger, on n'avait rien demandé, à boire. Ils Mhm. sont allés nous acheter des matelas pour qu'on puisse dormir. Enfin, c'était juste complètement dingue. On sentait que il était important pour leur bonheur à eux de savoir que leurs voisins, nouveaux voisins qui venaient d'arriver, étaient Ouais. eux aussi heureux. C'est formidable, hein? C'est formidable. Et c'est formidable. Écoute, il y a une émission qui a été reprise parce que c'est un format télévisuel avec Thierry Ardisson. Ça s'appelle Tout le monde en Bien parle. sûr. Maintenant, on a importé ça. Ça fait 17 ans Mm. que ça fonctionne. Et à Tout le monde en parle, un jour, on reçoit un chanteur français. Faut que je te dise qu'à 62 ans, le fait de ne plus faire de radio, j'ai le raisin qui sèche. J'ai des troubles de mémoire, j'oublie des noms. Et là, je voudrais te donner le nom de ce chanteur, j'arrive pas à le trouver. Mais c'est une personne âgée. Et d'entrée de jeu, on lui demande comment allez-vous? Et sa réponse de français a été pourquoi vous êtes médecin? Ça m'étonne pas. C'est tellement ça. Mais de quoi tu te mêles? Ouais. Ouais, Tu te rends c'est ça. compte? Ouais, c'est Tu ça. te rends compte? Alors, on va l'inviter pour vendre des billets de son spectacle, pour le rendre sympathique, pour faire la promotion que cet homme-là mérite d'avoir des spectateurs, qu'on vende des fauteuils et que lui, mais remarque que c'était drôle. Remarque que c'était drôle parce que nous, on n'est pas habitués à ça. Ouais, Nous, un décalage. oui, c'est ça, il y a un décalage. Mais je te dirais que
au fil des ans, parce que j'ai été partenaire d'affaires avec un festival parisien qui s'appelait Paris fait ses comédies, j'ai Mhm. vu au fil de mes rencontres, et moi je trouvais que ça se passait par les chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi ont un changement impressionnant avec les Québécois, parce que longtemps on pensait qu'on était des Belges par notre façon de parler. Et ces gens-là étaient peu intéressés à communiquer avec nous. Jusqu'au jour où des artistes du Québec sont débarqués chez vous et ont commencé à faire la démonstration de leur talent. On est devenu à ce moment plus sympathique et ça fait en sorte que moi, j'ai eu des courses avec des chauffeurs de taxi où on m'offrait des pastilles, où on me parlait, puis on me racontait on me racontait l'estime de certains artistes du Québec qui étaient rendus chez vous. Mm. Alors, Paris a changé, mais aussi, je suis obligé de te dire que comme toi, j'ai eu l'occasion d'engager plein de Français qui ont décidé de quitter la France et surtout Paris pour venir vivre, pour venir habiter au Québec. Et la majorité me disait, à 30 ans, à 35 ans, on peut pas avoir une belle carrière à Paris. C'est l'âge, c'est l'ancienneté, c'est la hiérarchie. Et moi, je veux bâtir mon entreprise, je veux bâtir ce que j'ai à raconter à partir de maintenant. Je vais pas être au service de quelqu'un pour qui j'ai peu ou pas d'estime. Alors, ça a été le départ. Et ça, Jean-Michel, moi, je reconnais que dans le geste que tu as posé, dans le geste que notre amie commune Mm. a posé, c'est un courage que peu de monde font. Il faut que ça aille mal en sacrifice pour décider de quitter ton monde, ta rue, ton épicerie, ton marché, pour arriver à Québec en disant, mais j'ai lu un livre où on dit que les gens sont heureux. Mais t'es conscient que c'est toi qui as à faire ton bonheur, Jean-Michel? Ah oui, je suis bien conscient que c'est moi qui ai à faire mon bonheur, mais parmi les choses qui m'intéressent, et toi, quand tu parlais de ces Français que tu as embauchés, qui te disaient qu'à Paris, ils ne pouvaient pas. Ouais. Je trouve que c'est pas complètement vrai. Moi, mon exemple a été, j'ai réussi à monter une très belle agence, où notre amie commune Laurence, si tu nous Ouais. écoutes, on t'embrasse. Voilà. Laurence a travaillé avec moi pendant des années. On a réussi à monter une très belle agence, une très belle société. J'avais dans la trentaine. On peut pas dire que je brille par mes diplômes, mon réseau, tout ça et tout. Et pourtant, j'y suis arrivé. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de vouloir réussir en affaires sur Paris, tout en conciliant de la vie privée, de la vie familiale. C'est-à-dire que tu es à Ouais. peu près obligé de tout sacrifier. Moi, j'ai eu énormément de chance, mais c'est vrai qu'en général, on est à peu près obligé de tout sacrifier. Or, parmi les différences ici, et qui montrent à quel point le bonheur est important ici, quand on travaille, on veille à ce que tu sois heureux Hum. en dehors du travail. Donc, il y a des heures où on arrête, hein, c'est fini les conneries, on arrête, on passe à autre chose, et il y a de l'organisation pour savoir comment ça se passe à côté. Enfin, on te laisse cette place-là. T'es pas obligé de choisir. C'est pas la réussite ou le bonheur. Ouais. C'est que tu ne vas pas réussir si t'es pas heureux. Voilà. Hum. C'est très Il différent. y a quelque chose qui caractérise aussi beaucoup les Québécois, c'est l'intérêt qu'on porte au divertissement. L'intérêt qu'on porte à l'humour. À l'humour, oui. Et ça, c'est quelque chose de tellement important. C'est fou. Et les audimates, parce que c'est comme ça que vous appelez ça, Tout à les fait. codes d'écoute, révèlent que quand on est dans l'humour, quand on est dans, dans le fait où on peut déploguer le cerveau pour éliminer les tracas et qu'on se donne et qu'on devient des clients à des trucs qui vont nous faire rire, ça apaise. Ouais. Comme l'alcool, je te dirais. Ouais, je sais pas si l'alcool est partout, mais les humoristes, ils sont partout au Québec. Impressionnant, hein? C'est Ouais. impressionnant. On les Ouais. retrouve à la radio, on les retrouve à la Ouais. télévision, dans les pubs, on les retrouve dans les séries, Mm. on les retrouve dans les bouquins. Ils Oui. sont absolument partout. Et alors vraiment, moi, le truc qui m'hallucine, j'en parle quasiment à chaque émission,
mais c'est cette école internationale de l'humour. Ouais. Tu ne sais pas rire ici, t'es pas drôle, t'inquiète, on va t'apprendre, c'est trop important. Il y a Ouais, mais j'exagère, ça, mais je il y a suis pas une sûr, je école suis de pas sûr. l'humour. C'est Par contre, si t'es pas drôle, mais que t'écris bien, Mhm. on peut dire, écoute, t'as pas ce qu'il faut pour être devant les projecteurs, mais t'as tout ce qu'il faut pour accompagner des humoristes, pour leur écrire des numéros, et tu vas vraiment bien gagner ta vie. Il y en a plein, plein, plein Mhm. qui sont des auteurs, qui sont des scripts, qui sont des script éditeurs, qui retouchent les textes les plus grands. Martin Matt, qui est un des Bien grands sûr, vendeurs, les beaux malaises. Louis-José Hood, qui est un grand vendeur, ben, ils ont tous les deux le même script éditeur. Et ces gens-là, ben, revisitent les gags, replacent la ponctuation pour être le plus efficace possible. Pour nous, les Québécois, l'humour, tu sais, il y a une séquence où on dit il y a trop d'humoristes. Ben, il n'y a jamais eu assez de fauteuils dans les salles. Ouais. Il n'y a pas trop d'humoristes. Non, il y en a Tu sais, jamais trop. on va dire aux gens, quoi, attends un peu, tu ris trop, toi? On fait jamais ce reproche-là. Il n'y a pas trop d'humoristes. Il y en a pour tous les goûts. Et ce qui est d'étonnant, c'est tant que tu n'as pas fait ton premier one-man show, ben tu es dans la relève. Et il y a plein d'humoristes, parce que moi, j'ai travaillé longtemps dans le domaine, qui sont depuis 20 ans du monde de la relève, mais qui gagnent bien leur vie quand même. Mais ils ont pas 1 heure et quart, 1 heure et demie de spectacle. Ils sont encore De dans la one man, relève. Ouais, juste pour eux. exact. Ouais, Ouais. juste pour eux. C'est sûr que la place de l'humour ici est complètement dingue et effectivement, je pense qu'elle nourrit bien ce bonheur québécois. Enfin, clairement, Hum. on se marre ici. Tu vois, moi, l'une des premières choses qui m'ont marqué en arrivant, tout de suite, j'ai commencé à regarder la télévision parce que je suis accro aux médias, hein, c'est pas nouveau. Ouais. J'ai regardé la télévision québécoise et les informations. C'est marrant, hein. Les informations ici se terminent toujours par un rictus, un sourire. C'est-à-dire, même si, on l'a dit au début d'émission, c'est pas la fête en ce moment, hein. C'est-à-dire Non. qu'on empile les confinements, les couvre-feux, les mauvaises nouvelles d'une manière générale. Et pourtant, tu vois, il y avait un sketch de Coluche. Je sais pas si tu connais Coluche. Bien sûr. Voilà, un très vieux sketch de Coluche qui disait quand un avion s'écrase quelque part dans le monde, c'est sur les pompes de Roger Giquel. Roger Giquel, c'était le présentateur des Ouais. informations à 20h le soir. Parce qu'il, voilà, Mhm. tout de suite, il le portait. On n'a pas ça ici. Bien sûr que les infos sont traitées de manière sérieuse. Je veux dire, c'est pas, on fait pas de l'humour sur des choses qui sont tout sauf drôles. Ouais. Mais une fois qu'on a dit les informations, une fois qu'on a passé le point de vue, et quand il s'agit de dire au revoir, aux téléspectateurs, on le dit avec un sourire. Ben, c'est la façon aussi de remercier les gens qui ont pris le temps de regarder le TJ, le téléjournal, le bulletin Mmh. d'information, parce que ça reste un spectacle, ça reste un truc où les codes d'écoute sont importantes. Et mais c'est aussi un minimum de remercier par un Bah oui, je sourire trouve aussi. les gens qui ont pris 30 minutes. 30 minutes dans une journée, c'est long. Et c'est la façon de remercier. C'est comme ça. Allez, en passant, j'ai une anecdote sur Coluche. Vas-y. Le jour où, avec le festival que je fonde à Québec, on va régulièrement voir des numéros au point-virgule Mmh. avec la Ouais. responsable du point-virgule et qui, la deuxième année où on va la solliciter pour aller voir des spectacles sans payer, elle me dit, Mario, je vais t'offrir quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Je vais t'offrir l'endroit où Coluche s'assoyait pour venir voir les numéros ici au point-virgule. L'endroit probablement la plus inconfortable de toute ma vie. Parce que les bancs, c'est des bancs Ah oui. de bois qu'on a recouvert Et ça a pas changé. avec, non, non, c'est ça, avec un tissu qui a l'air du prélat, qui a Mmh. l'air c'est comme en plastique. Et je me rappelle, donc, c'est un privilège de penser que Coluche était à l'endroit où je suis assis. Et il y a une humoriste qui est devenue une grande, 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 grande populaire. On était 6 dans le point-virgule, dont 2 qui avaient pas payé. Et après 15 minutes de numéro,
Elle a arrêté son numéro, elle a dit, je m'excuse, il faut que je vous le dise. Vous savez pas à quel point vous me faites du bien. Merci d'être avec moi ce soir. Il y avait 4 entrées payantes. Et cette fille-là, aujourd'hui, est encore une grande. Bah ouais. D'où l'importance de reconnaître, et c'est là que ça se passe. Au lieu de chialer, au lieu de se plaindre, je vais me rappeler de ça toute ma vie. Bah oui. Et au moment où on se parle, il y a des gens qui... Jean-Michel, un jour, le lundi, l'émission commence, c'était toujours à 16 heures que l'émission débutait. Un jour, à 16 heures, ben, je lance un thème et les gens m'appellent. Il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire, Mario, j'ai pas envie de participer à ton thème aujourd'hui. Je veux juste te dire que vendredi, c'était décidé. J'étais pour passer à l'acte et j'étais pour m'enlever la vie en fin de semaine. Et Wow. vendredi, entre 5 heures moins quart et 5 heures, en t'écoutant, je me suis surpris à m'amuser. Je me suis surpris à rire. Je me suis surpris à oublier que j'étais malheureux. Et je veux juste te dire que je suis encore là, puis je vais rester. Merci. Wow. Et tu sais, tu te dis, ça vaut de l'argent. C'est comme une paye. Ah Mais oui. j'étais content d'être payé quand même. Mais tout ça fait en sorte, non mais tu comprends, Oui, tout mais je ça comprends fait en bien. sorte que je mets ça dans une enveloppe et puis je l'avale. Et puis ça va rester en dedans de moi. C'est des moments qui sont tellement importants, Des moments de grâce. des moments de grâce. Et tu sais que dans la vie, si on est capable de cumuler tous les moments qui ont été marquants, mais de temps en temps, c'est écrit en caractère gras. De temps en temps, ça te prend des lunettes pour les lire ou les relire. Mais quand tu arrives à les relire et de revivre la sensation de ce que ça t'a apporté au moment où tu l'as vécu, wow, c'est formidable. C'est formidable. J'ai un de mes copains, il y a 2 ans, qui s'est enlevé la vie. C'est un caméraman, c'est un réalisateur, et puis à 60 ans, il s'est rendu compte que le téléphone sonnait moins et que c'était difficile. Hmm. Et c'est quelqu'un qui est venu faire des travaux chez moi. On a fait des travaux à la maison, on a changé des murs de place. Et un jour, il a pris le journal qu'il y avait chez moi, et on a écrit tous les deux un petit mot sur le journal, où on l'a entré avec la laine minérale dans le mur. On a mis le gyps, on a fait le tirage de joint, on a peint, et on s'est dit un jour, quand il y aura des nouveaux propriétaires puis qui voudront, eux, à leur tour, changer les murs, ils vont savoir qu'on est passé par ici. Ils vont savoir qu'on a existé. Et le jour où on a fait une rencontre, un hommage à Mario, j'ai raconté que tous les gens qui étaient présents avaient un morceau du journal de Mario. Tout le monde était capable de partager avec Mario un moment où c'était pas important de le crier haut et fort, mais de se rappeler qu'il y avait un petit mot sur un morceau de papier qui était entré dans notre vie. Et si on arrive à faire ça aussi, la mort est moins pénible. Parce que, je suis désolé de te l'annoncer, mais tu vas mourir, Jean-Michel. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Et ceux que t'aimes vont mourir. Et c'est probablement la chose la plus difficile pour les personnes âgées, de se rendre compte que plus la vie avance, plus ils perdent des êtres chers. D'où l'importance de manger du steak quand on a des dents. Et de savoir transformer ces petits moments, enfin ces moments, de savoir quand même rattraper le moment de bonheur qui peut s'y attacher, ne serait-ce que par l'intermédiaire d'un simple bout de journal. Exact. Ah, c'est beau. J'ai 2 autres questions pour toi avant de terminer, Mario. Mm-hmm. La première question, c'est, puisqu'on parle du bonheur québécois, est-ce que le bonheur québécois, il est plus intense à Québec? Je te pose la question parce que quand on s'est rencontrés il y a quelques semaines, mois, Ouais. tu m'as raconté qu'au cours de ta carrière, bon, tous ceux qui nous écoutent n'en ont pas forcément conscience, mais Mario Grenier à Québec, c'est juste une star.
quand je disais que tu battais des records d'écoute, c'est que tu battais vraiment tous les records d'écoute. Et tu as eu plusieurs fois des sollicitations pour venir à Montréal. À Paris, on dirait monter à la capitale, même si là, c'est pas la capitale. Venir à Montréal, où là, effectivement, les grosses chaînes de télé, les grosses stations de radio sont installées. On a Radio-Canada, pour peut-être donner une ampleur encore supérieure à ta carrière, mettre encore plus d'argent de côté, j'imagine. Et pourtant, tu as toujours refusé. Toi, c'est à Québec que ça se passe. On est plus heureux à Québec? Comment on peut arriver à savoir si on est plus heureux à Québec quand on n'est pas capable de comparer? J'arrive pas à penser que j'aurais été plus heureux ou aussi heureux sur Montréal. J'ai aucune idée. Mais tu savais le bonheur que tu avais à Québec et tu voulais pas le perdre. Exact. Savoir se satisfaire de ce qu'on a, c'est aussi une recette du bonheur québécois. Oui, mais je suis obligé de te dire que j'ai triché aussi. Oh non. Ben oui, j'ai triché. Pas toi, pas Mario, triché. non. Oui, j'ai triché. J'ai triché parce que c'est arrivé à quelques reprises que je prenne quelqu'un dans mon entourage à qui je disais j'ai eu un téléphone de Montréal et puis ça peut m'intéresser. Ça prenait 30 secondes et puis il avisait le directeur général de la station. Et le lendemain, j'avais un dîner avec lui et je re-signais pour 5 ans, tu comprends? Avec une augmentation à la clé. Ouais, alors j'ai triché. Et je te dirais que, un peu comme Jésus, je suis infiniment bon, infiniment aimable, sauf que moi, le péché me plaît. C'est la grande différence entre nous deux, je dirais. Ouais. Excellent, excellent. Ma dernière question, Mario. Ma toute dernière question. Est-ce que cette émission t'a rendu heureux? Ah, bien sûr. Bien sûr, parce que cette émission m'a donné une liberté incroyable. Je décidais de la couleur de l'émission le jour où je la faisais. Je décidais souvent à la dernière minute parce que c'était un thème ou un invité par jour. Des gens qui écrivaient des bouquins qui débarquaient chez moi. J'avais pas lu le livre, mais ce qui m'intéressait, c'était l'être humain. Un jour, le premier ministre du Québec débarque chez moi pour une 3e fois en 8 ans. Et il y avait 2 prises contre lui. C'était pratiquement sûr qu'il perdait son élection et qu'il aurait de la difficulté à élire des députés de son parti. Et je l'ai invité à venir faire un bout d'entrevue avec moi. Et vraiment, l'expression qu'on dit, il y avait le vent d'en face. Tu comprends? C'était pas facile d'avancer. Et quand il est arrivé à la station, il était avec ses gardes du corps, des membres de la Sûreté du Québec, avec sa femme, Michou. Et il enlève son impair, son manteau. Et puis, je lui dis, « Monsieur Charest, vous avez combien de temps? » Il me dit, « Je suis désolé, mais je suis tellement au quart de tour, j'aurais 7 minutes. » J'ai dit, « Je suis ravi, vraiment. Je suis ravi, c'est un privilège de vous avoir. » On a commencé l'émission et j'ai dit, « Jean Charest est avec moi. » Il a commencé à faire de la politique en 93. Il était au fédéral pendant plusieurs années. Maintenant, il est premier ministre du Québec. Et c'est impressionnant comment j'ai rien à dire à ce gars-là. Jean Charest, est-ce que tu peux me passer l'être humain? Et on a parlé de l'être humain. On a parlé de son entourage. On a parlé des gens qui côtoient, qui sont malhonnêtes intellectuellement. On a fait quelque chose où après, parce que ça n'a pas duré 7 minutes, ça a duré 44 minutes. Et il me dit, c'est étonnant, j'en ai fait des entrevues dans ma vie, mais là où tu m'as amené, c'était un beau moment de ma vie. Je te remercie. Voilà. Ouais. C'est ça la vie de Mario Grenier, animateur. Ouais, et la vie de Mario Grenier, animateur, eh ben, elle continue. Enfin, en tout cas, elle vient de reprendre. Ouais. Puisque, bah, toi aussi, hein, t'as cédé aux sirènes du podcast. J'ai pu voir ça. T'as créé, alors ça s'appelle, je crois, Mario Grenier M. Oui. Bon, je trouve que ça fait bien le lien. J'ai tenté toute ma vie d'être différent. J'ai tenté toute ma vie, puis j'ai réussi à ne pas écouter la compétition, de peur de penser qu'on pouvait me comparer, de peur qu'on dise « Ah, ben lui, il a fait ça, mais l'autre l'avait fait avant. » J'ai toujours été tenté d'être différent. Mais j'ai flanché parce que, comme 900 000 nouveaux podcasteurs en 2020, j'embarque dans l'aventure, mais à ma façon. Ouais, mais tu vois, au moment où on se parle, il y a Jean-Marie Lapointe qui a fait... je voulais t'en parler.
Ouais, ma première rencontre avec Jean-Marie. Et puis, j'en ai 5 autres de faits. Et puis, je vais faire ça, je vais poster ça aux 10 jours. Il y a une station radio qui m'a appelé pour me dire, est-ce qu'on pourrait présenter ça? Et j'ai aucun intérêt. Aucun intérêt. Je veux pas m'acheter de travail. J'ai bien gagné ma vie et je veux juste m'amuser et partager ce que je suis. Mais tu sais, tu me parles de radio, Jean-Michel. Il faut qu'on conjugue ma vie aussi au passé. Et je le fais sans apitoiement, je fais pitié, non, je reconnais que ma vie se conjugue maintenant au passé et je suis pas inconfortable avec ça, pas du tout. C'est un passé, mais pas parce que c'est passé que c'est pas présent. Non, évidemment, moi, j'ai pas du tout de la carrière que tu as eue. Loin de là, j'ai été animateur radio pendant bénévole pendant 6 ans et puis professionnel pendant 2 ans jusqu'à ce que les gens écoutent véritablement, les patrons de la radio écoutent véritablement l'antenne et se rendent compte de qui j'étais. Donc ça a pas duré. Mais tu vois, j'ai jamais eu ça m'a jamais rendu triste. J'en parlais effectivement comme toi au passé, mais un passé très présent. C'est-à-dire que effectivement, mes années de radio étaient derrière moi, mais la passion du micro, de parler à quelqu'un, la passion des gens, parce que c'était déjà, moi, c'était un peu le début de la radio libre en France, donc on parlait pas mal. Ça m'a jamais quitté. Et ça m'a tellement jamais quitté que, comme toi, arrivé en 2020-2021, qu'est-ce que je fais? Je rechoppe un micro, j'utilise 2-3 applis internet et hop, on lance un podcast. Et je pense que sans prétention, je peux dire que l'heure qu'on vient de passer ensemble, ou à peu près 60 minutes, si on avait été sur une antenne, on aurait pu vendre de la pub. C'était bien agréable d'être avec toi pendant cette heure, Jean-Michel. Et puis, on se dit à bientôt. À très bientôt, Mario. Je te remercie vraiment. C'était un bonheur. Voilà, c'est le mot qui convient. C'était un bonheur. À très bientôt. Ciao. Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Faitufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, Faitufrette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Faitufrette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.